Bienvenue mesdames et messieurs à ces plateaux spéciaux consacrés à l'éducation en République démocratique du Congo. Une émission d'ailleurs destinée aux décideurs, aux gouvernants, au pouvoir public bien entendu, mais aussi aux partenaires de l'éducation en République démocratique du Congo. Nous sommes ici dans la cour de l'Institut Lufungula dans la commune de Lingwala. Une cour très calme, vous comprenez les contextes, nous sommes en plein confinement contre le coronavirus justement. Les élèves sont restés à la maison pour se protéger parce qu'il est demandé à chacun de nous de rester chez soi justement en guise de protection pour se protéger face à cette pandémie, le coronavirus. Nous recevons pour vous l'ONG IMAE qui est avec nous sur ce plateau spécial, représenté par le secrétaire général Serge Bondedi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, nous sommes dans une cour sans élèves, sans enseignants, mais justement, l'actualité oblige, coronavirus, qui demande à chacun, à tous les acteurs pratiquement de l'enseignement, de rester à la maison. Oui, effectivement, vous savez, cette pandémie telle qu'elle a été déclarée à l'échelle planétaire, le virus à Corona 2019 est une maladie infectieuse et très dangereuse qui fauche des vies. C'est ainsi qu'en son temps, nous avons contribué au plaidoyer pour la prise de mesures, des précautions en vue de préserver la santé des Congolaises et Congolais, et ce qui est d'application. Et c'est vrai, avec des effets néfastes, c'est le monde entier qui est à l'arrêt, notamment l'école aussi. Et nous savons aussi, je profite par ces micros, qu'il y a eu récemment une réunion entre le dirigeant du ministère de l'EPST et l'équipe des ripostes contre le virus Corona, représenté par le professeur Mouyembe. Et c'est ici l'occasion pour nous d'interpeller le gouvernement. Il faut vraiment mûrir cette question avec beaucoup de technicité. Il faut vraiment voir comment reprendre le coup progressivement, mais nous disons qu'à ce moment-là, il faudra que les activités reprennent parce qu'on ne peut pas laisser les adultes à la maison et précipiter, exposer les enfants. Donc, s'il faut qu'il y ait reprise progressive des enfants à l'école, est-ce que notre gouvernement a la possibilité de garantir le geste barrière dans nos écoles? Est-ce que le gouvernement a ses moyens? Est-ce qu'en ce moment-là, le virus ne sera plus virulent? Est-ce qu'à ce moment-là, les enfants ne seront plus trop exposés? Autant de questions, d'où la sagesse imposerait au gouvernement d'observer encore ces mesures, parce que rien ne servira à exposer les enfants pendant que les adultes seront à la maison. Mais Serge Bondedi, est-ce qu'on ne peut pas dire maintenant là que ça sent année blanche? Ça ne sent pas l'année blanche parce qu'il y a eu déjà 3/4 du calendrier qui a été consommé. Il nous restait, parce que c'était à une semaine des vacances des Pâques, c'est vrai que les enfants n'ont pas passé leur examen pour le primaire du deuxième trimestre, mais en une semaine, on peut toutefois récupérer cela. Et je crois que le gouvernement pourra étudier avec tous les techniciens et le partenaire éducatif dans quelle mesure, s'il faut griffer quelques jours pour les grandes vacances, ça peut toujours être possible, ou carrément évaluer les enfants sur base des matières déjà apprises et puis récupérer les matières restantes pendant que les enfants seront dans le déroulement de l'année scolaire. Il y a beaucoup d'hypothèses, il y a beaucoup de probabilités que le gouvernement peut toujours évaluer, analyser dans quelle mesure éviter l'année blanche et permettre aussi les temps des apprentissages soient récupérés ou soit pour que
la survie de l'année scolaire soit garantie. Voilà, on parlait du coronavirus et l'enseignement en République démocratique du Congo. Alors justement, ce plateau spécial est destiné à la thématique sur la privatisation de l'éducation en République démocratique du Congo. D'ailleurs, votre structure, l'ONG IMAE, a mené toute une campagne, toute une étude sur la privatisation en République démocratique du Congo. En fait, quelle est l'opportunité de cette étude? Pourquoi mener cette étude sur la privatisation de l'éducation? Oui, merci. L'étude a été menée par notre partenaire Open Society Initiative for Southern Africa, OSISA, qui est une grande fondation qui œuvre pour une société ouverte en Afrique, c'est-à-dire où chaque citoyen bénéficie de mêmes droits à côté de l'autre. Et nous, IMAE, nous sommes une organisation non gouvernementale, bien sûr partenaire éducatif du gouvernement. Et notre vision, notre mission, c'est la promotion de l'éducation comme valeur universelle et puis comme droit reconnu à chaque individu. Alors, le pourquoi de cette étude menée par OSISA et sous la consultance du professeur Gracias Mokundi Bambanota, qui est un des professeurs à l'université de Kisangani. Et nous, IMAE, nous assurons la vulgarisation de cette étude après le lancement qui a eu lieu récemment, dont vous étiez d'ailleurs un excellent modérateur. Merci. Le pourquoi de cette étude, d'abord, il y a trois éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est l'éducation comme valeur. Vous savez, les économistes l'attestent que le meilleur moyen qui peut booster le développement durable intégral des États, c'est l'éducation. Et paix à son âme, le Madiba Nelson Mandela l'a dit, la seule arme qui peut lutter efficacement contre l'ignorance, c'est l'éducation. Parce que c'est par l'éducation qu'on sait atteindre le développement. Alors, d'où l'éducation est un vecteur du développement. Alors, pour que l'éducation puisse jouer pleinement son rôle, ça doit bénéficier de toute l'intention ou l'intention de pouvoir public, notamment à travers le fonds, donc les trésors publics, qui doit consacrer suffisamment du budget à l'éducation. Il y a la gestion de l'éducation qui doit bénéficier de toutes les politiques publiques. Alors, il s'est fait qu'en Afrique subsaharienne, l'éducation, au lieu de bénéficier, si pas toute, au moins en grande partie des efforts de pouvoir public, et néanmoins, malheureusement, l'éducation est partagée avec le privé. Quand on dit privé, c'est-à-dire les individus ou soit les structures appartenant au privé. Et là, vous avez les églises, vous avez les ONG, vous avez les associations et consorts. Et aussi ça avait mené donc cette étude, et cette étude est assez concluante, qui a démontré, à l'exemple de la ville de Kinshasa, 70% des écoles sont détenues par les privés. Et cela ne reste sans conséquence. Ça, c'est d'abord le premier élément fondamental. Le deuxième élément fondamental du point de vue système éducatif. Nous sommes en République démocratique du Congo. Il y a un document qui gouverne notre secteur. C'est le document sur la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Et ce document qui est la vision du gouvernement partagée avec le PTF et tous les acteurs éducatifs, notamment le partenaire éducatif, est reposé sur 3 piliers. Et lorsque il y a suffisamment de la privatisation, son impact influe négativement sur ce que le gouvernement a défini comme politique dans ces documents. Et le dernier, le troisième élément, c'est du point de vue droit à l'éducation. Lorsque l'éducation qui doit bénéficier des efforts ou de toute l'attention du pouvoir public est partagée avec le privé, à ce moment-là, les gouvernements ou le pays, le taux accès pays à l'éducation va souffrir de beaucoup de problèmes, et à ce moment-là, le droit à l'éducation sera buté à des difficultés majeures. C'est ça, en fait, en quelque sorte, le pourquoi de cette étude. Et cette étude met à l'évidence toutes les questions de la privatisation. Et je pouvais peut-être oublier, et c'est vrai que nous décrions les effets néfastes de la privatisation, mais puisque nous sommes neutres, nous sommes objectifs, l'étude démontre aussi que la privatisation est consacrée dans notre loi cadre. La loi qui régit l'éducation en République démocratique du Congo, et la loi dit que l'enseignement national est organisé, que ce soit dans les établissements d'enseignement public, que ce soit dans les établissements d'enseignement privé. Dès lors que la loi reconnaît au privé le rôle
d'intervenir dans le secteur de l'éducation. Et à ces moments-là, il faut que tout soit convenablement gouverné, donc mieux réglementé, et l'étude démontre les failles par rapport à la gouvernance de l'éducation qui est reconnue aussi au privé. Bon, ben justement, revenons à cette fameuse loi cadre qui reconnaît l'existence des privés dans le secteur de l'éducation. Alors, comment est-ce que vous circonscrivez, vous définissez les privés? Parce que justement, au cours de cette émission, ça reviendra fréquemment. Nous allons parler de privé. Alors, l'école privée, comment est-ce que vous définissez? Ok, l'école privée. D'abord, en partant par le concept de privatisation, quand est-ce que l'éducation est privatisée? L'éducation qui doit, comme je disais, doit être avant tout un secteur public, elle devient privée lorsque dans son financement, les privés interviennent. Et là, dans les cas probants en République démocratique du Congo, vous avez le paiement des enseignants. Et ici, dans notre pays, la privatisation touche tous les niveaux d'enseignement, depuis la maternelle jusqu'aux études supérieures ou universitaires. C'est-à-dire que quand le privé ou le ménage intervient, soit à travers les motivations, soit à travers le transport, c'est vrai que notre loi demande aux parents de subvenir à certains besoins. Lorsqu'il s'agit des achats des intrants, notamment le manuel scolaire et consorts. Donc, bref, quand les privés interviennent dans le financement, ça fait partie de la privatisation. Deuxième cas d'espèce, lorsque les privés interviennent dans la gouvernance. Vous avez vu qu'à un certain moment dans notre pays, il y a eu l'annonce de la gratuité, mais le cardinal, qui est un acteur privé, parce qu'il est cardinal de l'Église, l'Église est une organisation privée, mais il a dit oui, la gratuité c'est bien, mais il faut il a donné un certain nombre de préalables pour que cette politique publique soit mieux arrimée. Donc un acteur privé intervient. Et c'est vrai, c'est la loi qui réglemente, ça fait partie du deuxième cas d'espèce de la privatisation. Donc, la privatisation, c'est lorsque le privé intervient soit dans le financement, soit dans la gouvernance, ou soit dans la réglementation. Alors, de manière résumée, si on comprend bien, l'éducation est d'abord l'affaire du pouvoir public. Effectivement, et si on veut assez que l'éducation atteigne son but, le résultat escompté, c'est-à-dire atteindre tel que les ODD l'exigent, atteindre tel que les instruments internationaux auxquels notre pays a ratifié, pour que l'éducation fasse son travail, l'éducation doit tout d'abord et avant tout être un instrument de politique publique et non des privés. Mais puisque c'est le cas en République démocratique du Congo, d'où il est nécessaire de réglementer tous les problèmes dont nous décrions dans la privatisation de l'éducation, pour qu'à ces moments-là, les privés qui sont reconnus dans la loi puissent atteindre efficacement les rôles. Vous avez les cas des écoles privées. On en parlera justement. Okay. Et vous avez dit, nous retenons que l'éducation, c'est d'abord l'affaire du public. Oui, alors, mais à quel moment le privé vient justement intervenir dans le secteur de l'éducation? Vous n'êtes pas seul. Là, je donne la parole à votre adjoint, le secrétaire général adjoint, Rêve, qui est avec nous. Mais justement, expliquez-nous à quel moment précis de l'histoire de la République démocratique du Congo où les privés viennent directement interférer dans le secteur de l'éducation. Merci beaucoup, M. Jacques, pour cette question. Nous allons ici éclaircir par rapport à l'étude qui a été initiée par OSISA et faite par le professeur Mokondi. Dans l'historique de la privatisation, je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres États, mais en RDC, les premières écoles qui ont été créées étaient des écoles privées. Donc dans l'historique des écoles, les premières écoles qui ont surgi en République démocratique du Congo étaient des écoles privées. C'était avant même que la Belgique prenne la gestion de la République démocratique du Congo, donc avant 1908. Donc c'était vers les années 1878 que les missionnaires protestants et les pères français des églises ont créé les premières écoles en République démocratique du Congo. Et c'était des écoles privées. Pendant tout ce temps, donc plusieurs décennies se sont écoulées, même après l'indépendance, nous avons continué avec ce même système. Où les privés géraient pratiquement les secteurs de l'éducation. Donc c'était le pouvoir organisateur même du secteur de l'éducation de notre pays. Alors, après l'accession
au pouvoir du président Mobutu, donc en 1965, quand il s'est décidé à imposer la dictature, ayant compris, comme l'a dit les CG, que l'éducation fait partie de secteur de souveraineté, un instrument important. Un instrument important, c'est l'État qui devait en être le pouvoir organisateur. Plusieurs années après. Voilà, plusieurs années après. Donc en 1974, c'est alors que l'étatisation est arrivée. Donc les écoles devaient rentrer dans la responsabilité de l'État. En ce moment-là, l'État zaïrois a récupéré toutes les écoles, sans exception. Donc c'est l'État zaïrois qui a commencé à financer les écoles, à payer les personnels. Mais malheureusement, cet état de fait n'a pas duré trop longtemps. Après juste 3 années, l'État s'est senti essoufflé. Il n'y avait pas d'argent pour prendre dans la totalité l'éducation. Est-ce qu'on ne peut pas dire que cette option levée en 1974 était le fruit d'une improvisation? Exactement. Non seulement le fruit d'une improvisation, mais le dessous des cartes était la politisation du secteur. Donc le maréchal Mobutu voulait politiser les secteurs de l'éducation et il l'a fait. Donc il y avait 2 objectifs dans l'étatisation. Faire participer l'éducation dans la politique et puis politiser les secteurs. C'est ce qui a fait qu'après 3 années, la défaillance s'est fait remarquer. Alors il fallait revenir. Mais cette fois-là, c'est alors que le président Mobutu, avec le gouvernement, a créé ce que nous appelons aujourd'hui la convention. Donc on ne devait plus rentrer dans la privatisation selon initiale avant 1974, mais il fallait maintenant créer une néo-privatisation. Et la néo-privatisation a créé la loi cadre. La loi cadre de 1986 qui a accepté à ce que même les particuliers qui remplissent certaines conditions puissent créer une école. Et donc l'éducation, là, voilà, devient pratiquement avec la loi cadre un domaine de collaboration. Un domaine de collaboration État-privé. Moyennant conditions. Moyennant conditions. Donc il y a des conventions. Lesquelles par exemple? Voilà, comme dans les écoles privées, pour les particuliers, il fallait faire preuve de financement. Il fallait justifier que vous êtes capable de tenir une école. Donc ce n'est pas les enfants qui allaient vous apporter de l'argent. Mais c'est vous qui allez prouver à l'État que vous êtes capable de créer une école et de payer les enseignants. Ça, c'était l'initial. Même si les élèves allaient payer, mais vous prouvez à l'État que vous êtes capable de payer les enseignants. Et dans ce cas-là, il n'y avait pas de nationalité. Donc c'était tout individu. Okay. Que ce soit un étranger ou un Congolais. Maintenant, concernant les églises, comme on devait encore retourner à la privatisation avec les églises ne devaient devenir que des simples gérants. Donc, les écoles appartiennent à l'État, mais sous la gérance des églises. Okay. Ce sont des écoles que nous appelons à ce jour des écoles conventionnées, okay, donc détenues sous la gestion des églises et les écoles privées. Justement, une question au secrétaire général adjoint Jonathan. Alors, s'il faut comparer les époques, la privatisation initiale, quand les missionnaires protestants ont commencé, tel que l'a brossé le secrétaire général adjoint, en fait, et la privatisation sous l'empire de la loi cadre. En fait, qu'est-ce qui a changé dans notre temps, dans cette évolution-là? Quelle est la différence entre cette privatisation initiale et cette privatisation sous la loi cadre? Nous allons remarquer qu'il y a un grand changement parce que tout au début, s'il faut parler en termes de la création, dans l'évolution ou par rapport à votre question que vous venez de poser, oui, tout au début, il fallait avoir un agrément. Alors pour avoir un agrément, il y avait des procédures à faire pour que la création d'une école privée. Alors toute personne physique, toute personne morale était autorisée à créer une école privée. Mais il faut avoir l'autorisation de l'agrément
que le ministère va donner pour le bon fonctionnement de l'école. Alors, il fallait avoir comme garantie pour une personne morale, il fallait avoir une personnalité juridique propre et puis aussi se conformer aux lois et aux idéaux. Là, c'est pour les personnes morales. Alors, pour les personnes physiques, il faut être majeur. Être majeur, c'est présenter une attestation de militantisme et jurer de droits civiques. Mais il faut aussi donner quelques garanties. Il fallait donner aussi quelques garanties tout au début. Il fallait donner quelques garanties côté d'ordre financier. Donc l'existence d'une infrastructure de matériel didactique. Et vous allez remarquer que c'est le contraire avec ce qui est aujourd'hui. Une personne physique ou morale qui veut créer une école privée, mais on ne tient plus compte de ça. Et vous allez remarquer qu'il y a des écoles à une petite dimension, pas d'espace pour que les élèves qui ne remplissent pas au fait des conditions. Qui ne remplissent pas de conditions. Vous voyez? Donc il fallait aussi les dépôts à terme de 6 mois dans une institution bancaire pour les personnes enseignants et administratives. Donc c'est là rassurer que les personnes que vous avez engagées pour enseigner seront payées à la fin du mois. Donc il y avait déjà un dépôt d'une somme à la banque pour rassurer cela. Mais déjà, avec cette privatisation sous la loi cadre, il y a eu évolution ou c'était pratiquement un recul? Pour maintenant, nous ne pensons pas que... Nous disons que il y a un recul. Il y a un recul. Pourquoi? Parce qu'on ne tient plus, si on tenait compte de ça, de ce qui a été programmé tout au début, nous serons dans le bon. Donc il y a vraiment un recul. Voilà pourquoi vous serez en train de voir que les écoles privées naissent comme des champignons. Ouais, ça naissent comme des champignons, pas de contrôle. Et chaque promoteur, il s'est dit que c'est mon école, c'est mon entreprise. Donc il fait tout ce qu'il veut, sans que l'État viennent le contrôler. Et justement, revenons à Serge Bondedi, mais cet aveu de faiblesse pratiquement du pouvoir public dans le secteur de l'éducation qui, initialement, a commencé avec les privés selon l'historique, et puis finalement l'État essoufflé, après l'étatisation, revient sur le mode ancien, mais finalement, on ne sait pas organiser les choses. Comment expliquer tous ces problèmes, cette faiblesse du pouvoir public dans l'organisation de ces secteurs? Oui, merci pour la question. C'est aussi un fait de contexte politique, économique et social de la République démocratique du Congo. Nous sommes un pays qui, d'abord, sur le plan économique, n'a pas, permettez la tautologie, une économie de résilience. Et nous sommes un pays sur le plan politique. Nous n'avons jamais connu 10 années, une décennie de stabilité politique. Il y a à tout moment d'instabilité politique. Et quand il y a instabilité politique, cela influe négativement même dans notre économie. Donc les gouvernements qui se sont succédés depuis 1960, pratiquement à partir de 1980, n'ont pas eu suffisamment de temps pour définir des politiques échelonnées sur base des temps. Et ce qui fait qu'avec des rébellions, des guerres civiles, des révolutions et ainsi de suite, cela n'a pas épargné les secteurs éducatifs. Donc même le secteur éducatif a subi le contexte politique, social et économique qu'a traversé depuis l'histoire notre pays. Et aujourd'hui, c'est vrai depuis 2006 ou carrément depuis 2003, au moyen de l'accord de Saint-Titi, le pays a connu une petite amélioration de stabilité politique du point de vue vie institutionnelle. Et nous pensons qu'il est temps aujourd'hui que l'État puisse reprendre son contrôle dans le secteur éducatif parce que la privatisation c'est un fait et on ne peut pas la casser aujourd'hui. Notre souhait c'est de réduire sensiblement cette privatisation parce que son impact est vraiment assez désastreux. Mais justement, parlons de l'impact de la privatisation sur l'éducation parce qu'on peut se dire face à un État essoufflé, donc, les privés viennent justement épauler l'État, ils viennent aider l'État. Mais en quoi cela dérangerait, par exemple, vous en tant que partenaire du secteur, quel est le péché du privé? Oui, il y a beaucoup des éléments. Vous avez d'abord du point de vue équité. Vous allez voir que, parce que notre système éducatif est basé sur l'accès universel, c'est-à-dire qu'il faut permettre à tous les enfants d'accéder à l'école.
et permettre à toute personne, que ce soit les enfants issus de milieux défavorisés, sur le plan racial et consorts, c'est ce qu'on appelle équité. Mais malheureusement, quand il y a suffisamment des écoles privées, ces aspects-là sont négligés ou connaissent beaucoup de difficultés pour être mis en œuvre. Vous avez la gouvernance du secteur. Aujourd'hui, il est impossible, voire même difficile, au gouvernement de mettre une politique et de la faire appliquer. Parce que le gouvernement ne détient pas la gestion totale du secteur. Il y a des privés que le gouvernement doit tenir compte, doit attendre, doit écouter. Vous avez la qualité. Quand les privés interviennent, les privés, le secrétaire général adjoint Jonathan l'a dit, considèrent les écoles comme étant des établissements commerciaux. Et cela fait naître la marchandisation, le monnayage que nous appelons Mombongo dans les écoles. On en parlera justement. Et cela baisse suffisamment la qualité de l'éducation. Ce sont là les éléments, les effets néfastes de la privatisation. L'État peut faire mieux. La loi cadre a prévu, par exemple, la subvention des écoles privées. Mais est-ce que l'État le fait? Est-ce que l'État accompagne le privé? Parce que vous avez des communes à Kinshasa comme Makala, où on ne trouve pas, en tout cas si pas, on ne trouve pas, mais c'est moins de 5 établissements publics. Et tous ces enfants qui habitent dans ces coins sont inscrits dans les écoles privées. Qu'est-ce que l'État fait pour amener ces privés à être à la hauteur des tâches que l'État leur reconnaît? Il y a autant de questions sur la privatisation pour éviter que son impact négatif. Il est important aujourd'hui que toutes ces questions soient prises en compte. Mais trop souvent, secrétaire général adjoint, on a quand même les gens qui s'enorgueillissent. Hein. Ils viennent, ils disent Ngana Tanga une école privée, Tanga bien, je ne veux pas citer des noms de quelques écoles ici, et puis formation Malamu, et pas Basango, et pas Missioni, et pas tout ceci. Finalement, est-ce qu'on s'est dit c'est une complémentarité ou une concurrence entre le privé et le public? Parce qu'il s'avère aujourd'hui que la bonne formation vient du privé. Exactement, c'est ça. C'est même là le nœud du problème. C'est pourquoi dans l'amélioration du partenariat, il y a une seule chose que l'État doit savoir. Que pour lutter contre la privatisation, il faut renforcer le public. Parce que le public, en principe, doit être en ce qui concerne l'organisation, il doit être le principal organisateur de l'éducation. Mais pour être un principal organisateur, il faut offrir des services. Et ces services doivent être de qualité. C'est là où il y a le problème. Vous allez voir qu'actuellement, c'est plus les écoles privées qui reflètent une bonne image. Les écoles privées sont propres, mais les écoles publiques sont sales. Nous n'allons pas voir les quelques écoles publiques que nous trouvons peut-être dans les communes que nous connaissons qui sont propres, mais voyons la majeure partie des écoles publiques dans la ville de Kinshasa en particulier. École à l'État. Voilà, c'est comme ça qu'on les appelle, école à l'État. Et un parent a du mal à envoyer son fils à l'école à l'État. Pourquoi? Parce que l'État, à ce moment, est pouvoir organisateur, mais il n'est pas le principal organisateur. Actuellement à Kinshasa, comme il y a plus d'écoles privées à Kinshasa, donc à Kinshasa, l'éducation est détenue par le privé. Donc les principaux organisateurs de l'éducation, à Kinshasa, ce sont le privé. C'est extrêmement grave. Alors justement, le CGA Jonathan, mais quand le privé détient pratiquement les 70% du secteur contre 30% pour le public, mais demandez aujourd'hui la suppression de la privatisation justement, est-ce que vous n'êtes pas en train de vouloir tuer les secteurs? Ce n'est pas de demander la suppression de la privatisation, mais c'est l'amélioration que nous demandons. Parce que si seulement l'État, lui qui est pouvoir organisateur, assure le contrôle et que chaque établissement privé revienne dans l'ordre. Parce que s'il faut supprimer, on ne sait pas là où d'autres élèves vont étudier. Nous savons déjà que les écoles privées détiennent plus de 70% des établissements ici dans notre pays. Et ça sera très difficile. Aujourd'hui, les internats n'existent presque plus. C'est des conditions précaires. Presque plus. Et ce que même vient de dire le CG, dans d'autres communes, la grande partie, il n'y a que des écoles privées. Donc demander la suppression, ce n'est pas ce que nous demandons. Mais ce que nous demandons, c'est de revenir à l'ordre.
que l'État, comme étant pouvoir organisateur, contrôle ces établissements-là, qu'ils remplissent les conditions qui sont exigées. Donc vous estimez qu'il y a un laisser-aller oui, il y a un laisser-aller. Voilà pourquoi chaque chef d'établissement s'organise de sa façon sans tenir compte. Parce qu'on dit que si le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, comment est-ce que les écoles privées ne peuvent pas appartenir à l'État? Donc il faut que l'État soit regardant vis-à-vis de ces écoles privées pour une bonne amélioration de notre système éducatif, que ça soit de qualité. Alors, avant de parler des recommandations justement, alors établissons un peu un rapport entre la privatisation et la marchandisation même de l'éducation. Qu'avez-vous remarqué? Oui, vraiment ça va de pair. Comme je l'avais dit tantôt, quand un privé intervient, le privé voit son intérêt. Quel est mon intérêt dans ce que je fais? C'est un commercial. C'est un commercial. Et donc, la première idée, c'est vrai qu'il y a des gens qui, par vocation, qui ont excellé dans le secteur pédagogique, qui ont cette mission-là, cette vocation de soutenir le pauvre en créant des écoles. Mais malheureusement, c'est une option qui est en voie de disparition en République démocratique du Congo parce que les gens sont animés par le lucre. Et donc, quand il y a suffisamment de la privatisation, le premier impact, vous avez la marchandisation de l'éducation. Parce qu'ils croient l'école comme un bien marchandable et ce qui va à l'encontre même d'une des résolutions de l'Assemblée des États francophones qui a demandé à ce que l'éducation ne peut pas être un bien marchand à quoi on peut marchander. Donc c'est à ce moment-là, vous voyez, les uniformes sont marchandés, comme nous disons à travers la campagne École des Mbongoté, l'uniforme est hypothécaire, l'inscription de l'enfant qu'on veut faire inscrire dans cet établissement scolaire, j'étais même tenté de dire cet établissement commercial, est monnayé, les devoirs des enfants sont monnayés, les évaluations sont monnayées et vous avez vu même le gouvernement s'est montré exemplaire malheureusement dans cette marchandisation de l'éducation pendant qu'il y a eu cette politique de rendre la participation au test national de fin d'études primaires gratuit, mais le gouvernement s'est même contredit malheureusement. Est-ce que par manque de moyens? Ça nous ne savons pas, mais le gouvernement a demandé à ce que les enfants inscrits dans les établissements d'enseignement national privé puissent payer le frais du TENAFEP. Donc à ce moment-là, le gouvernement consacre la marchandisation de l'éducation dans les établissements privés d'enseignement national. Alors, répondons à une question d'un téléspectateur. Comment ça se passe pour qu'une école, un établissement privé devienne public? Ça se passe comment? Qu'est-ce qu'il faut? C'est automatique? C'est moyennant condition? En tout cas... une école privée devenir une école publique? Une école privée devenir, je sais qu'actuellement il y a la convention qui doit être revue, c'est déjà revu, c'est sur la table du Premier ministre qu'il faut qu'il y ait la signature. La loi reconnaît au moins que l'État puisse subventionner une école privée. S'il s'avère que cette école n'est plus en mesure de fonctionner à ce moment-là, on prévoit que l'école fonctionne jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, et ces enfants sont confiés à un établissement voisinant pour permettre à ces enfants de continuer leur cursus scolaire. Mais contre toute attente, c'est que nous observons actuellement, nous voyons des établissements privés devenir des établissements publics. Est-ce que ces privés font des donations à l'État? Ce sont des questions qui sont aussi relevées, qui demandent à ce qu'il y ait vraiment du travail de la part du gouvernement dans le cadre de la réglementation, parce que quand vous changez, c'est dans la loi, on ne voit pas, avec beaucoup de réserves, je réponds à cette question, une école privée qu'on veut changer en établissement public, il faut mécaniser ses enseignants, or il y a de mécanismes lorsqu'il s'agit du personnel de l'État. Donc la mutation n'est pas automatique. La mutation n'est pas automatique. Elle répond à une certaine démarche. Et elle répond à une certaine démarche, mais cette démarche-là, c'est au moins la subvention de l'État vis-à-vis de cet établissement et non changer icto facto cet établissement à un établissement public qui risque d'avoir
vraiment suffisamment de conséquences. Voilà, Serge Mondé dit nous sommes arrivés à la fin de ces plateaux spéciaux. Alors, quelles sont vos recommandations justement face à cette problématique majeure de la privatisation même de l'éducation en République démocratique du Congo? C'est bien beau de critiquer, c'est bien beau de peindre un tableau beaucoup plus sombre, tout ça, mais qu'est-ce que vous proposez en échange pour justement en rapport avec cette problématique? Oui, merci. D'abord, nos téléspectateurs, nous devons savoir que cette question de la privatisation est un sujet majeur qui dérange notre système éducatif, et si nous la laissons sans l'intervention du pouvoir public, ça va continuer à nous poser de problèmes et à faire souffrir le système éducatif. D'où il y a intérêt, il y a nécessité, il y a raison de susciter cette question pour que le pouvoir public, qui est le pouvoir organisateur du secteur ou des politiques de l'éducation, puisse en tenir compte. Et nous, comme organisation de la société civile, nous allons continuer le plaidoyer parce que notre souhait par rapport à la recommandation de l'étude, c'est pour que cette question soit régulée. Pour que cette question soit régulée de manière en sorte que les privés qui interviennent dans le secteur soient compétitifs au regard de prérequis de la loi, et que ces privés... Espérons que vous n'allez pas décourager les privés, parce qu'ils sont quand même de bonne foi. Nous ne décourageons pas, nous demandons à l'État de veiller à ce que la loi soit appliquée de manière en sorte que les enfants qui sont inscrits dans ces établissements bénéficient aussi d'une éducation de qualité. Et c'est même une question majeure qui est au bénéfice de ces intervenants, parce que si l'État intervient en termes de subventions, ça va aider ces établissements privés. Donc ici, nous appelons tous les acteurs à participer dans ces débats pour qu'en fin de compte, l'État puisse mettre en place. Je vous informe d'ailleurs, à travers cette étude, nous avons contribué à ces plaidoyers, et aujourd'hui au secrétariat général, il y a une direction qui s'occupe des établissements privés d'enseignement national. Donc ça fait partie des éléments de réponse que je salue les directeurs en question, M. Guy Lukoko, et nous pensons, nous continuons à espérer qu'à travers ces plaidoyers, et c'est déjà une partie des réponses, à travers ces plaidoyers, toutes les questions soulevées par rapport à la privatisation puissent trouver des réponses. Alors, qu'en est-il des écoles françaises, belges, turques, tout ça implantées ici en RDC? Ce sont des écoles consulaires qui ont un statut particulier. Je crois que nos partenaires pourront aussi élargir le champ d'action des études par rapport à ces écoles-là, parce que le commun des mortels qualifie ces écoles comme étant des écoles nantis, qu'on ne peut pas envoyer, tout le parent qui s'hasarde ne peut pas s'hasarder l'école à Batambongo. Or, c'est là un frein au droit à l'éducation qui doit garantir l'accès universel à tous les enfants. Donc là, ce sont des écoles consulaires qui ont un statut particulier, mais rien n'empêche, en termes de politique adoptée par notre gouvernement, de canaliser si les bavures y a, et je crois que dans les prochains jours, ça pourra bénéficier des autres études également. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Vous n'étiez pas seul. Si vous pouvez présenter vos collaborateurs avant de conclure. Oui, il y a Rev Yanga, le secrétaire général adjoint, le premier secrétaire général adjoint qui m'assiste dans la gestion des finances, l'administration de l'organisation. Vous avez le deuxième secrétaire général adjoint, c'est Jonathan Bokassa, qui s'occupe de programmes, suivi et évaluation, c'est lui qui chapeaute ces niveaux-là. Vous avez M. Mukendi, qui est du conseil d'administration de l'organisation. Vous avez Gégé Kalonda, qui est le secrétaire exécutif chargé de mobilisation. Et vous avez Popol Chibassou, qui est le secrétaire de direction au sein du secrétariat général. Donc voilà un peu. En ces moments de confinement, de distanciation sociale, les autres membres de l'IMAE ONG se confinent encore. Se confinent, il fallait respecter la distanciation sociale. Un échantillon qui travaille. Donc voilà un peu. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir suivi ces plateaux spéciaux consacrés à la privatisation de l'éducation en République démocratique du Congo. Nous avons reçu pour vous
le staff de IMAE ONG, cette organisation de droit congolais qui s'occupe, ou partenaire du secteur de l'éducation. Et voilà, on a abordé ces sujets, c'est vrai, le débat ne fait que commencer. On n'a pas conclu le débat, alors je crois que même dans vos salons, le débat continue sur la privatisation de l'éducation en République démocratique du Congo. Merci, on se retrouve au numéro prochain. Au revoir.